À le voir, on pourrait croire que Jean Raymond est un homme tout à fait ordinaire. Voyez ce trentenaire effacé avancer à petits pas dans sa morne vie des entrailles de sa mère à celles de la terre, s'arrêtant à peine pour s'abreuver au séant de sa fiancée. Il a l'œil terne, la nuque convexe et le ventre concave. Quelques poils éparses sur ses trapèzes en beurre semblent constituer l'attraction majeure de son corps. S'il était un poisson, il serait pané. Et si on demandait à sa mère, pareil, il serait pané. Et pourtant, Jean Raymond mène une double vie. Discret le jour, redouté la nuit, qui est-il vraiment ? Pour le savoir, il faut revenir à son enfance. Jean Raymond descend d'une famille moitié noble, moitié consanguine. La lignée Dupoulet par son grand-père, éleveur d'agents de police dans le Poitou, et la famille Cussé par sa grand-mère, éleveur de cons de père en fils et à qui on doit quantité d'énarques. Le père de Jean Raymond s'appelle Edmond et vivra perpétuellement agité par un doute identitaire, si bien qu'il déclinera toujours son nom sur un air interrogatif. Edmond, cul c'est du poulet ? Ceci contribuera beaucoup à forger la personnalité de Jean Raymond Cus et du Poulet, qui déclamera toujours son nom avec fierté, sûr des siens et de lui-même. Jean Raymond Cus et du Poulet est un enfant de l'amour. Il est conçu un soir d'avril, en plein été, alors qu'il neige dehors et que sa mère Manon se promène en slip de bain dans la Fiat 500 familiale. Le soleil vient de se lever. Désolé. Le soleil vient de se lever et le dard paternel tout autant. Et alors que sa mère se penche pour chercher un sandwich au pâté dans la boîte à gants, paf Manon. Cet incident subminutal suffira à concevoir Jean Raymond Cus et du Poulet, l'homme qui allait changer le monde. Fils d'un homme qui tire plus vite que son ombre, Jean Raymond allait lui aussi régler les affaires du monde en moins de temps qu'il n'en faut à un élu UMP vantant la valeur travail pour accepter un emploi fictif. Tout petit, Jean Raymond déteste les légumes, à tel point qu'il ira jusqu'à vomir en regardant une photo de groupe de sénateurs. Et pourtant, à 8 ans, sa vie va basculer. Alors que ses parents font un pique-nique sur le parking d'une centrale nucléaire, l'impensable se produit. Et là, c'est le drame. Toute la petite famille se fait Fukushimer. Edmond est un peu sonné par les radiations, mais découvre soudain qu'il peut lui aussi devenir bruyant. En fait, il émet de la lumière pendant 48 heures. Manon, de son côté, découvre que des fuites sont possibles même en présence d'Edmond, ce dont elle doutait. Soudain, enhardie, Manon profite de l'émotion pour s'emparer d'un des deux concombres qu'elle emportait toujours avec elle pour se divertir en l'absence des livres de Michel Onfray, parce qu'il ne faut pas se laisser abattre, comme disait John Lennon. Le concombre la comble et lui va comme une nouvelle rame TER dans un quai SNCF. Partageuse, Manon donne un concombre à Jean Raymond qui ne le refuse pas en cet après-midi rayonnante. Jean Raymond est tout tourneboulé par les radiations et se met à aimer les légumes. Il les aimera jusqu'à la mort. Le lendemain, il est confus. Il sent qu'il s'est fait violer par la verdure et déteste les centrales nucléaires. Mais à peine tombe la nuit que soudain il se met à faire l'apologie des légumes. On dirait Jean d'Ormesson dans le Figaro. À 10 ans, comme les punks avec leurs cheveux colorés lui font penser à un genre d'humain avec une sorte d'acné nucléaire, il décide de s'habiller avec des vêtements en lin écru et se met à écouter France Inter contre l'avis de ses parents qui écoutent RTL. Avec France Inter, tout s'enchaîne. Il se sent de gauche, écologiste et même intelligent quand il écoute BHL essayer de faire des phrases. Il ne quitte plus son poste de radio et veut devenir révolutionnaire en écoutant Vincent Delerme. Une chanteuse engagée qui a la même voix que Bardot et dont il est très amoureux. Un beau matin, comme il a compris que c'était presque aussi mal d'acheter des voitures polluantes que de délocaliser les usines qui les produisent,
Il décide de devenir cycliste à tout jamais. Puis vient le temps des questionnements. Un soir qu'il se retrouve seul dans un rayon du supermarché, il a du mal à se positionner face à l'épineux dilemme des chips au wasabi. Son cœur lui dit qu'il les aime, mais son écologisme trouve que ça vient de trop loin. Il craque son slip et décide de faire lui-même ses chips. Lui ne sera jamais un consommateur, non, il sera un acteur responsable de la consommation, un consommateur. Puis, lassé de France Inter, il se radicalise et se met à écouter FIP. À un moment, il se sent habité et veut même devenir mormon, mais il se dit qu'avec son nom, ça le ferait pas. Mormon cul, c'est du poulet. Il renonce. Arrive le temps des amours et son adolescence est perturbée. Il hésite toujours entre draguer des meufs et manger des légumes bio dans sa chambre en coiffant moustache, son petit chat angora. Comme sa mère insiste pour qu'il voie des filles et prenne goût à la viande, elle enfile une casquette en sky, balance son petit chat plein de poils dans une poêle et fait cuire moustache. Cuire moustache. Le jeune Jean-Raymond Tuce du Poulet est terrifié. Il demande l'asile dans une biocoop, se cache sous un béret et décide qu'à dater de ce jour, il sera le pourfendeur des beaufs, qu'il prendra la défense de tous les végétariens opprimés, des animaux de compagnie et des cyclistes et même des centristes modérés, bref, de tout ce qui est ridicule et inoffensif. Il deviendra super Bobo. Bobo, son nom, il le signe de la pointe de son béret, d'un B qui veut dire Bobo. À présent, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Il va se démener pour sauver le monde de l'erreur. Un soir que des jeunes font la fête en écoutant du David Guetta, il déboule à la soirée et met du Benabar dans la playlist. Puis il jette par la fenêtre les Marlboro et propose à tous des vaporettes saveur mangue banane. L'instant d'après, c'est pire. Il s'enfuit avec les bouteilles de crocs pour les amener au récup vert et revient les bras chargés de bière bio artisanale. Face à la fureur des punks qui menacent de lui faire une formation accélérée de naturopute, il ne se démonte pas et jette les Pringles à la poubelle, découpe des carottes et du chou-fleur cru et se met à préparer une sauce crème fraîche ciboulette, c'est très bon. Mais à peine a-t-il le temps de finir qu'il se fait chou-fleuriser la rondelle par un bouquet 3 saveurs punk d'aubergine, concombre, courgette. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Ne se laissant pas décourager par sa stabilité renforcée dans l'assise, dès le lendemain, apprenant qu'un enfant se noie dans la Garonne, il n'hésite pas. Fonce dans une biocoop, enfile son costume de super-héros en lin et se précipite vers une station Vélouse pour libérer un vélo. Fonce jusqu'au Pont-Neuf, cherche une station libre, va jusqu'à Esquirol, cherche une station libre, fonce jusqu'au Carme, cherche une station libre, file jusqu'à Saint-Étienne, cherche une station libre, poursuit jusqu'à François Verbier, cherche une station libre, règle à nouveau sa selle qui s'était décoincée, pédale à fond jusqu'à Matabio et pose son vélo à la station. Puis il reprend immédiatement un vélo pour rejoindre le Pont-Neuf où un enfant se noie dans la Garonne. Quand il arrive, l'enfant s'est noyé. Super Bobo s'indigne alors contre la petite grégorisation polluante des fleuves. Jette à l'arrache une couronne de fleurs de saison bio dans le fleuve et retourne se changer dans une éco-sanisette sèche participative avant de redevenir cet être terne et morne cachant si bien son jeu. Et puisque l'histoire reste encore à écrire, rappelons-nous ces mots énigmatiques clôturant ainsi en emporte le vent, et demain est un autre jour. Bravo.